C'est un honneur pour moi ce soir de recevoir dans notre État un fils du pays, qui veut contribuer au développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, cela rentrera dans l'histoire de Michigan que un politicien du rang de docteur Ousmane Kaba a effectué un déplacement ici chez nous pour nous parler de son parti politique. Je ne suis pas en train de voir un politicien, je ne suis pas en train de voir un intellectuel guinéen, je ne suis pas en train de voir un président, mais je suis en train de voir un Guinéen tout court. Comme je le disais pour la première fois dans l'histoire ici à Michigan, on a pensé à nous, comment nous vivons, qui nous sommes, comment nous faisons pour participer au développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi, dès que j'ai été informé en tant que président de la communauté guinéenne ici, je me suis dit, ça sera dans l'annale. Même s'il s'adressera à 2 ou 3 personnes à Michigan, il le fera. Et je crois que ça nous permettra, n'est-ce pas, de dire que Michigan a été désenclavé. Et donc sur ce, je ne vais pas être trop long. Il est là pour parler de son parti. Il n'a même pas encore installé son bureau, mais il a pensé à nous. Peu l'ont fait ou ça n'a jamais été fait. C'est le lieu de lui rendre un hommage mérité et sincère. Je veux que vous applaudissiez très fort pour Dr Ousmane Kaba. Et sans plus tarder, je remercie infiniment docteur. Je reviendrai certainement avant la clôture de cette conclave. Donc je remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu faire le déplacement ici. On est venu nous voir que Dr Ousmane a créé un parti, le PADES. Chacun de nous était content parce que c'est un vide qu'il est venu remplir. Et je suis là pour lui dire qu'au Abonabara, Ananabara, Michigan, c'est chez lui. Parce que toutes les familles guinéennes sont représentées à Michigan. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous allons l'écouter avec vraiment beaucoup d'intérêt. En effet, je fais un tour des États-Unis et de l'Europe pour présenter le nouveau parti PADES qui a été créé le 8 février, soit précisément 4 mois. Au bout de 4 mois, c'est un parti qui a énormément progressé dans toute la Guinée. J'ai jugé qu'il était utile, pour des raisons que je vais expliquer, de passer voir la diaspora guinéenne, que cette diaspora soit aux États-Unis ou en Europe, et beaucoup plus tard en Afrique. En fait, nous avons un vrai problème en Guinée, c'est que depuis 60 ans que nous avons acquis l'indépendance, la Guinée est toujours, malgré tous ses atouts, parmi les pays les plus pauvres du monde, même parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Donc il y a un problème. En Guinée, nous avons eu la chance d'avoir une bonne terre, d'avoir une bonne pluviométrie, la façade maritime, des sous-sols riches et des hommes de qualité. Comment se fait-il qu'après 60 ans, nous soyons toujours aussi pauvres?
voilà ce qui m'amène à créer un nouveau parti pour apporter une solution au problème guinéen. Parce que les partis traditionnels n'arrivent plus. Ils sont trop impliqués dans des discussions partisanes, dans ce que j'appelle la politique politicienne. Évidemment, on m'a souvent posé la question, vous êtes expert, vous êtes économiste, vous êtes là depuis longtemps, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Ma réponse est très simple, parce que nous sommes des économistes, nous ne sommes pas des politiciens. Nous donnons des conseils économiques qui ne sont jamais suivis. On dit de faire ceci, les politiciens font autre chose. Voilà pourquoi. Pour ceux qui pensent que c'est de la théorie, je vais vous donner un exemple terre à terre. Dans le domaine de l'énergie, nous avons préconisé, puisque la Guinée est un pays qui est riche en montagnes et en pluviométrie, ça veut dire que nous avons beaucoup de sites de barrages. Nous avons dit qu'il faut faire des micro-barrages partout en Guinée. Au lieu de ça, on est allé acheter des groupes électrogènes partout. Et on n'a même pas de carburant pour les allumer. Voilà un exemple de politique complètement irrationnelle. Mais nous faisons tout, nous leur disons voilà ce qu'il faut faire. Et ils font autre chose. Finalement, après beaucoup de temps, on s'est dit la chose suivante. Si on veut développer un pays, résoudre le problème de l'économie, vous avez le choix. Les économistes peuvent dire aux hommes politiques, faites ceci. S'ils le font, le pays est développé. Mais si on n'arrive pas, alors on va changer de camp. On va prendre des économistes pour les transformer en politiciens. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pas compliqué. C'est ça. Puisque les politiciens n'arrivent plus à faire de la bonne économie, eh bien les économistes vont faire de la politique pour pouvoir faire de la bonne économie et sauver la Guinée. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu le grand frère Ouattara, qui est en train de faire 10% de croissance dans un pays qui sort de guerre. Chez nous, il n'y a même pas de guerre. On est incapable de le faire. Il n'y a absolument aucune raison que ce soit comme ça. Alors, la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, mais chez vous là, comment ça se passe? J'ai dit, ah, grand frère, tu es au courant? Il dit, c'est ta faute. J'ai dit, comment? Il dit, ah, toi aussi. J'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait faire et c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, la Guinée a des défis importants. Des défis importants, c'est-à-dire des grands problèmes. Quels sont les grands problèmes de la Guinée? Il y en a au moins 5. Le premier problème, c'est un pays où il n'y a pas de croissance économique. Autrement dit, il n'y a pas de création de richesses. Si dans un pays, il n'y a pas de création de richesses, alors qu'on se multiplie naturellement parce qu'on fait des enfants au rythme de 3%, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de bouches à nourrir que de richesses créées. Ça veut dire que chaque Guinéen devient un peu plus pauvre. Ça, c'est le premier problème. Deuxième grand problème, c'est le chômage massif des jeunes. Pratiquement, tout le monde est au chômage. Les enfants qui ont bien étudié, qui ont mal étudié, ceux qui ont fait de la formation professionnelle, tout le monde est au chômage. C'est lié, parce que s'il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas d'emploi. Pourquoi il n'y a pas d'emploi? Parce qu'on brime le secteur privé. Je vais revenir sur la question. Ça, c'est le deuxième grand défi. Troisième grand défi, c'est un pays qui manque totalement d'infrastructures. Quand on dit infrastructure, il s'agit des routes, des hôpitaux, il s'agit de l'électricité, de l'eau, il s'agit de l'éducation, de la santé, les ports, les aéroports. Nous les appelons en économie infrastructure parce que c'est des choses qui permettent à la production d'avoir lieu. Donc c'est en dessous de la structure qui permet à la structure, à la machine économique de rouler. Autrement dit, la route ne fabrique pas les biens et services, mais sans route, on ne peut pas fabriquer les biens et services puisqu'on ne peut pas les transporter. Donc c'est ça qui permet d'accroître la production des biens et des services dans un pays qu'on appelle infrastructure. Nous manquons totalement d'infrastructures. Nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité, même s'il y a eu un peu de progrès. Nous manquons d'énergie.
Nous manquons d'hôpitaux de référence. Nous manquons de bonnes écoles. Et c'est pourquoi je dis toujours que l'élite guinéenne fait deux choses. C'est une élite qui se soigne toujours à l'extérieur. Et c'est une élite qui envoie ses enfants à l'extérieur pour étudier. Des directeurs jusqu'au ministre, jusqu'au président, pratiquement personne ne laisse son enfant étudier en Guinée. C'est pas vrai? Tout le monde envoie son enfant à l'extérieur. Tout le monde se promène avec un visa. Et les cadres guinéens, les grands intellectuels, les ministres, personne n'a honte de dire « j'étais allé faire mon contrôle ailleurs ». Ils font leur contrôle partout. Même au Sénégal, un pays où il n'y a que du sable, on n'a plus honte, on a complètement perdu de la dignité en tant que Guinéen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a le problème des infrastructures. Ça ne va pas. Mais ça ne s'arrête pas là. On a ce que j'appelle le défi sécuritaire. En Guinée, la sécurité n'est plus assurée. La sécurité des biens et des personnes, c'est très grave. Parce que la sécurité fait partie des fonctions régaliennes de l'État, des premières fonctions, bien avant d'ailleurs la fonction économique de l'État. La fonction économique de l'État, en fait, ne date que du XXe siècle pratiquement, depuis qu'il y a eu la théorie générale de Keynes, qui a mis l'État au cœur du système de production. Sinon, le premier rôle d'un État, d'une puissance, d'un pouvoir, quel qu'il soit, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Tout pouvoir qui n'assure pas la sécurité des biens et des personnes est un pouvoir illégitime. Illégitime. Même s'il est légal, il devient complètement illégitime. Donc voilà un peu ramasser tous ces grands défis que nous avons en Guinée. Pas de croissance. Donc les grands secteurs porteurs de croissance, tels que l'agriculture, tels que les mines, ne marchent pas. Les secteurs qui auraient dû être des forces pour la Guinée ne sont pas des forces pour la Guinée. On dit qu'on va faire de l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est augmenter la riziculture d'une manière substantielle. On se contente juste d'envoyer quelques engrais, on pense que le problème est terminé. Non, ce n'est pas ça. Quand on veut développer la riziculture, il faut commencer depuis les semences par les centres de recherche, aller à la préparation du sol, avoir la machinerie, la mécanisation, mais cette mécanisation ne c'est pas seulement avoir des machines. Il faut également des pièces détachées, il faut des personnes capables de réparer les machines lorsque les machines tombent en panne. Donc il y a toute une chaîne et ce n'est même pas fini. Quand on finit ça, il faut s'occuper de la récolte et il faut s'occuper de décortiquer le riz paddy en riz net. Et là, il y a des rizeries pour cela. En fait, il faut s'arranger pour que le paysan ait un pouvoir d'achat, un revenu qui augmente. Je sais très bien de quoi je parle puisque moi j'ai été riziculteur. J'ai fait beaucoup de riz dans ma vie. Si jamais au milieu de votre récolte, votre machine tombe en panne comme ça m'est arrivé, au bout de 3 jours, si vous ne récoltez pas parce que les villageois ne sont pas prêts à le faire, tout le riz tombe et vous perdez toute votre récolte. C'est ça. Donc, la production agricole, c'est quelque chose qui s'apprend, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui s'organise sur l'ensemble de la filière, sans compter les plantations, qu'il s'agisse de l'anacarde en Haute-Guinée, les manguiers en Haute-Guinée, qu'on n'a jamais pu valoriser, parce que si c'était les Américains qui avaient les mangues comme nous, ils seraient des milliardaires avec les mangues aujourd'hui. Avec toute la production que nous avons et toute la production qui est perdue. On n'est pas encore arrivé à valoriser cette production et à gagner des devises avec. C'est extraordinaire. Donc nous ne sommes arrivés à rien. Si je prends le secteur des mines, qui était censé dégager des ressources supplémentaires pour financer les autres secteurs, c'est une catastrophe. La Guinée produit du diamant, de l'or, tout ça, mais surtout de la bauxite qui donne l'alumine et l'aluminium. Alors j'ai eu l'occasion de dire que moi je ne souhaite pas que la Guinée soit la carrière mondiale de la bauxite. La carrière, c'est prendre la bauxite rouge pour l'exporter. En exportant la bauxite rouge, on envoie dans les autres pays qui ont des usines d'alumine, c'est comme si on transportait le travail de Guinée pour les envoyer à l'extérieur. On aurait mieux fait d'avoir des usines d'alumine chez nous, et plus tard des usines d'aluminium qui demandent beaucoup d'électricité. Mais au moins les usines d'alumine ne demandent pas beaucoup d'électricité. Au lieu de faire ça, nous prenons la terre rouge avec tout ce que cela a comme conséquence écologique. Aujourd'hui, à Bokeh, vous ne pouvez plus respirer.
On a mis des centaines de camions qui traversent la ville, de la poussière partout, ça rentre partout, tout le monde a le nez bouché, les gens commencent à avoir la pneumonie. Dans quelques années, on ne sera pas étonné de savoir que tous les gens de Bokeh ont des cancers des poumons. C'est une catastrophe écologique. On détruit les rivières, on décape la terre, on détruit tout, il n'y a plus de champs, les paysans s'en vont ailleurs. C'est réellement, je ne sais pas, un paysage de fin du monde. C'est pour ça qu'il y a des révoltes à Bokeh. Quand ils disent qu'il n'y a pas d'électricité, ce n'est qu'un argument en réalité. La manière dont nous faisons avec nos mines, c'est réellement la catastrophe. Et tous les accords sont faits dans la plus grande opacité. Les signatures sont opaques, les partenaires sont inconnus. Et la Guinée gagne très peu d'argent dans tout ça. Ça ne serait strictement à rien. Alors, c'est important. Pourquoi je vous parle de tout ça? Et pourquoi j'ai décidé de venir ici? Même si la diaspora ne pèse pas lourd en termes de vote, parce que ça fait moins de 1%. Mais la diaspora est importante au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est que les Guinéens qui sont à la diaspora sont des apporteurs d'affaires en Guinée. L'argent par l'administration, et tout le monde sait ici que c'est interdit, ces gens se découragent. Et pour la plupart, vous retournez et puis vous ne recommencez plus. À cause de la corruption de l'administration. Mais il ne faut pas oublier que la diaspora guinéenne peut beaucoup apporter à la Guinée en termes d'affaires. En fait, c'est la diaspora chinoise qui a permis le décollage de la Chine en ce plein XXe siècle. Ça, c'est une première raison. Pourquoi il faut intéresser la diaspora au devenir de la Guinée? Parce que les Guinéens de la diaspora sont toujours plus patriotes que les Guinéens de la Guinée. Alors, la deuxième raison pourquoi il faut parler à cette diaspora, parce que on a envie que l'épargne que vous avez, que cette épargne soit investie en Guinée et puisse participer au développement économique et social de la Guinée. C'est très important. Quand vous envoyez de l'argent, ça participe au développement de la Guinée. Même si c'est pour nourrir des familles, ça participe au développement de la Guinée. Quand vous faites des investissements, ça participe au développement de la Guinée. Une manière beaucoup plus simple que les autres pays ont fait, c'est de s'arranger pour que la diaspora puisse rester ici et acheter des maisons à Conakry ou en Guinée. Ça, c'est très important. On n'est jamais arrivé à le faire. Je sais bien, quand vous envoyez de l'argent à votre frère, eh bien, il détourne l'argent. Si vous envoyez à votre soeur, elle détourne l'argent. Comme c'est votre soeur, elle va vous garder un peu. N'est-ce pas? Généralement, les sœurs ont un peu plus pitié que les frères. Donc, quand vous envoyez de l'argent, c'est des problèmes. Ou alors, vous achetez un terrain, on vous dit que le terrain a été acheté par 2, 3, 4 autres personnes. Vous n'avez pas le temps, vous allez vous battre là-bas pour récupérer votre terrain, alors que votre emploi vous attend ici, votre billet d'avion, vous ne pouvez plus le reculer, vous êtes obligé de le laisser pour prendre l'avion et venir. Et chaque fois que vous appelez, vous ne trouvez pas de solution. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc là, il est possible de mettre en place une bonne politique qui va canaliser cette épargne, qui va sécuriser cette épargne à travers des institutions financières crédibles. Et l'État peut le faire. Le gouvernement peut le faire. Il y a beaucoup d'autres pays qui le réussissent. Pourquoi pas nous? Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir le faire. Donc ça, c'est une deuxième raison. Profiter de l'épargne de la diaspora pour développer économiquement la Guinée. Mais il y a encore une troisième raison qui me plaît, celle-là. En réalité, les Guinéens qui viennent ici à la diaspora ont accumulé énormément d'expérience. Leurs enfants ont été dans les meilleures écoles du monde. Eh bien, ces enfants et leurs papas expérimentés peuvent énormément apporter à la Guinée, à condition que la Guinée soit ouverte et prête à les accueillir. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est pour cela que nous prenons le temps de venir parler à la diaspora pour qu'elle se sente impliquée. Il y a toujours une question que les gens me disent, parce que lorsque j'ai commencé cette tournée, il faut le savoir, j'ai commencé par Washington. De Washington, je suis allé à Philadelphie. Philadelphie, j'ai été à New York.
New York, Atlanta, Atlanta, Columbus, Columbus, Michigan. Demain, je finis par Boston avant d'aller à Paris pour faire une réunion là-bas. Ensuite à Bruxelles, Lyon et Marseille. Et aller à Barcelone et finalement Londres. Voilà la tournée. Et dès que j'ai commencé, j'ai senti chez les Guinéens beaucoup d'amertume. Je dirais même beaucoup de désespoir. De Washington à Philadelphie, New York, j'ai déjà senti ça. Les Guinéens sont désespérés. Ils sont désespérés parce qu'ils viennent d'un pays qui ne marche pas. Alors, moi je dis qu'il faut bien qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester là et croiser les bras. Et lorsque vous parlez avec les gens, ils disent non, les politiciens c'est des menteurs, ils nous ont trompés, chaque fois ils nous disent autre chose, après ils font autre chose. Je suis d'accord. Mais moi je ne suis pas politicien, je suis un économiste venu à la politique, c'est différent, premièrement. Deuxièmement, je dis aux gens, c'est notre faute à tous. Parce que ce qu'on a fait, c'est de nous battre pour des gens, pour les élire présidents, sans avoir lu leur CV. C'est la moindre des choses. Même quand vous allez travailler ici, on dit envoyez votre CV. Vrai ou faux? On regarde ce que vous avez fait avant. Ben, la prochaine fois, regardez ce que quelqu'un a fait avant de venir voter pour lui. Comment voulez-vous voter pour des... Comment on va voter pour des gens qui n'ont rien fait en Guinée? Rien. Parfois, ils n'ont même pas construit une seule maison. Quelqu'un qui n'a pas construit une seule maison, tu penses que lui va construire un pays? Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Hein? Alors les gens ne trompent personne. C'est qu'on s'est trompé nous-mêmes tout le temps. Il faut voir qu'est-ce que quelqu'un a fait avant de dire je veux faire de la politique. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Si on regarde ça, est-ce qu'on va encore se tromper? On ne va pas se tromper. Voilà la réponse. Donc, ce n'est pas la peine de dire tout le monde vous ment. Tout le monde ne vous ment pas, c'est que vous vous êtes menti vous-même. Et personne ne veut voir. C'est ça la vérité. Donc, il y a un problème. Il faut le résoudre. La Guinée, ça ne marche pas. Est-ce que tous les Guinéens vont se croiser les bras à ne rien faire? Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Quand on fait de la politique comme nous, c'est par générosité. C'est pas autre chose. Parce que chaque fois qu'on dit qu'il y a des choses qui manquent en Guinée, il y a une partie de l'élite qui a ça. Mais on ne peut pas se recroqueviller sur nous-mêmes et laisser le pays périr. Voilà ce qui se passe. Donc je dis qu'il faut se battre. Ce n'est pas la peine de démissionner. Il n'y a aucune raison de démissionner. Les Guinéens doivent garder de l'espoir. Autre chose dont nous-mêmes nous avons été victimes, c'est toujours de dire la politique ça vaut rien, c'est des menteurs. Alors ça a été un grand défaut de chez nous, parce que nous-mêmes nous avons grandi avec ça. Chaque fois qu'on parle politique, ah c'est des menteurs. C'est pas la peine, laissez-les. Alors les bonnes personnes se sont retirées. Les intellectuels se sont retirés. Les gens honnêtes se sont retirés. Il n'y a eu que des médiocres qui ont fait la politique et c'est les médiocres qui dirigent. Voilà le problème. Et après on se plaint, on dit voilà, c'est des médiocres. Mais c'est parce que les bonnes personnes n'ont pas voulu faire la politique. C'est ça le problème. J'ai été dans des universités, j'ai dit aux grands professeurs bardés de diplômes, des docteurs, des agrégés qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Je dis vous avez tort. Parce que vous êtes les plus éclairés. C'est vous qui deviez être devant. Vous avez laissé la place à des gens médiocres. Et ces gens médiocres-là, vous pensez qu'ils vont faire l'affaire de la Guinée ou votre affaire? D'ailleurs, ils cherchent à se venger de vous. Parce que eux, ils étaient les derniers de la classe. Et ils disent, vous avez été premier de la classe. Le premier de la classe n'est pas le premier de la vie. Voilà l'adage préféré des Guinéens. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que les meilleurs d'entre nous doivent faire de la politique. Les meilleurs. Parce que la politique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est décider à la place des autres, c'est tout ce que ça veut dire. Vrai ou faux? C'est le politicien seul qui décide. C'est comme si nous cotisons tous, on met dans un pot qu'on appelle le budget national, on confie à quelqu'un. Tu en fais ce que tu veux.
Alors, c'est la meilleure personne qu'on doit prendre pour ça ou bien le moins bon? Normalement, c'est les plus intelligents, les plus capables qui doivent faire de la politique. Donc, il faut que vous fassiez de la politique. Si vous êtes bon, vous êtes intelligent, et que parmi vos enfants, les meilleurs, vous les dites, faites de la politique. Parce que c'est eux qui vont vous libérer demain. Si jamais vous laissez les médiocres faire, ils vont marcher sur votre dos ici. Et sur le dos de vos enfants. Donc, ne faites pas la même erreur que nous. N'écoutez jamais quelqu'un qui dit la politique ne vaut rien, parce que c'est ce vaut rien-là qui fait de lui ce que lui il veut. Tu dis, je ne fais que de l'agriculture, l'homme politique il veut, tu ne feras plus jamais d'agriculture, il va te taxer. Il va mettre des douaniers sur ton dos, même à l'intérieur de ton pays. Tu dis, moi je suis informaticien, je ne m'occupe que de mes logiciels. Si l'homme politique ne veut pas, tu ne pourras jamais vendre tes logiciels. Tu dis, moi je ne veux qu'être professeur. Si l'homme politique ne veut pas, il rase l'école, il met une boîte de nuit à la place. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire du tout. Donc c'est l'homme politique qui commande tout. Il commande même la religion. Un homme politique, il peut mettre quelqu'un qui ne connaît même pas ses sourates devant un hafizou. Il devient ton imam. C'est pas vrai? Et tu es obligé de prier derrière lui. Toi, tu te gonfles, tu dis, moi je suis un noble, je suis un notable. Eh bien, l'esclave qui vient, il va mettre ton soti et ton kablakunti sous la pluie là-bas. Vous allez l'attendre. Il va vous montrer, oui, il va vous montrer que c'est lui le vrai notable. Il va vous montrer. Restez là. Alors, j'ai toujours dit aux gens, faites de la politique. Venez pas chez Ousmane Kaba si vous voulez, mais allez dans n'importe quel parti politique. Ne restez pas là, hein. Si vous restez là, vous êtes morts. Vos enfants aussi sont morts. Les enfants de vos enfants sont morts. Donc il faut qu'on renverse cette tendance qui consiste à dire chez nous la politique c'est pour les vauriens. Mais ce sont ces vauriens qui commandent le monde. Dans tous les pays c'est comme ça, hein, on ne fera pas exception. Puisque la politique c'est prendre la décision pour les autres. Les meilleurs d'entre nous doivent faire de la politique. Les plus instruits d'entre nous doivent faire de la politique. Les plus honnêtes doivent faire de la politique. Parce que si tout ceci se retire, la nature a horreur du vide. C'est les médiocres qui vont venir nous commander. Et qui vont vous commander, et qui vont vous piétiner, qui vont piétiner vos enfants, et qui vont détruire le pays devant nous. Voilà, c'est ce qui se passe jusqu'à présent. Donc il faut changer de mentalité. Et quand on vient ici, beaucoup de gens pensent non, c'est pour aider Dr Ousmane Kaba à être président. Que moi je sois président ou pas, je mange à ma faim. J'ai tout ce que j'ai envie d'avoir. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. C'est un sacrifice pour moi. Prendre mon temps, parcourir le monde, prendre mon argent, mettre dedans. Il y a des gens qui demandent même de les payer quand on les parle politique. Restez chez vous. Moi je m'en fous. Mais on ne peut pas dire de laisser le pays détruit et on est là complice, on ne fait rien. C'est pour ça, pour nous c'est un sacrifice. On se sacrifie pour ça. On prend notre santé, on prend notre argent pour sauver la Guinée. C'est pas pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ils croient que c'est pour m'aider à être président. Que je sois président. D'ailleurs, être président, c'est aller en prison. Vous ne savez pas ça? C'est la même chose. Tu ne peux rien faire qui te plaît réellement. Le seul avantage, si tu arrives à changer le pays positivement, au moins tu te sens satisfait. C'est tout. Sinon, c'est de l'esclavage. Tu n'es plus libre de manger, tu n'es même pas libre de dormir, tu n'es pas libre d'aller où tu veux aller. Tu n'es même pas libre de voir qui tu veux voir. C'est pas vrai? Voilà. Non, c'est pas une vie. Non, c'est pour cela qu'il faut savoir ce que l'on fait. Quand nous, tout le monde est en train de se préparer. Il n'y a que nous qui restons les bras croisés. Si on ne se lève pas dans 3 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Vous avez pensé à ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? Beaucoup ne rêvent que de nous assujettir, il faut le savoir. Donc, tout le monde a intérêt à se lever, à travailler main dans la main pour que ce pays-là puisse s'en sortir. C'est très très important. Si tout le monde renonce à son devoir, dit que c'est l'affaire des autres, tu sauras que c'est ton affaire quand ça viendra. Personne ne va y échapper.
Donc, nous avons une histoire qui est déjà riche en expérience, malheureuse. Il ne faut pas qu'on laisse faire la même chose. Prenons le devant, battons-nous pour sortir la Guinée de la misère, pas pour faire de la politique politicienne. Moi, j'ai dit, PADES, on n'a pas créé pour faire de la politique politicienne. J'en ai rien à foutre de la politique, moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'économie. Mais comme on ne peut pas changer l'économie sans commencer à faire de la politique, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça. Parce que les décisions économiques ne sont jamais prises par des économistes, mais par des hommes politiques. Les décisions économiques sont prises par des hommes politiques. Les décisions diplomatiques sont prises par des hommes politiques. Les décisions culturelles sont prises par des hommes politiques. Les décisions sportives sont prises par des hommes politiques. Les décisions religieuses sont prises par des hommes politiques. Tout est pris par des hommes politiques. Voilà pourquoi. Donc si tu ne commences pas par la politique, tu ne pourras jamais faire l'économie. Tu ne peux pas. Nous, ça fait 30 ans, on essaye. On n'est jamais arrivé. Donc je sais exactement de quoi je parle. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Mesdames et Messieurs de Michigan, 2 ou 3 mots que je voulais partager avec vous. Je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien vouloir me poser. Merci bien.